Bonsoir tout le monde, merci d'être présent. Encore une fois, vous êtes très nombreux sur ce live, sur cette nouvelle émission donc du Arsenal French Monday. La première, c'était la semaine dernière. Pour cette émission, on va commencer directement, je suis avec trois invités, deux membres d'Arsenal French Club, Antoine et Corentin. Salut les gars. Salut Albin, salut tout le monde. Salut à tous. Et je suis également avec Quentin qui suit donc le club avec grande attention. Salut Quentin, tu vas bien? Salut, ça va? Ça faisait longtemps qu'on t'a vu, Quentin. Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau sur ce live dans nos émissions, dans nos débriefs. On va mettre le sommaire un peu, les gars, pour que vous voyez tous un peu de quoi on va parler. Voici un peu le sommaire. Vous l'avez sûrement vu sur nos réseaux sociaux, mais en gros, on va parler on va débriefer ce match face à Crystal Palace, cette victoire 2-0 à l'extérieur pour la première journée de Première League. On fera un focus sur William Saliba qui a été élu homme du match pour sa première, on va dire, titularisation avec le club. Gros match de William Saliba. On parlera ensuite du mercato, des besoins peut-être des besoins de l'équipe. Et puis on finira par un débrief des 3 premiers épisodes de la série All or Nothing d'Amazon. Ceux qui n'ont pas vu ces épisodes seront invités à partir si vous voulez pas vous faire spoil en tout cas. Et puis si vous voulez vous faire spoil, ben restez, on sera, de toute façon vous savez qu'on finit cinquième comme nous a dit Antoine hors antenne tout à l'heure. Bref, commençons donc par ce débrief de Crystal Palace Arsenal, premier match donc de la saison, premier match à l'extérieur, victoire 2-0 avec des buts de Gabriel Martinelli et un CSC de Guéhi, but donc à la 20e minute et le CSC à la 85e. On va faire l'habituel tour de table qu'on faisait pour nos débriefs. Antoine, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? J'imagine que tu as été heureux de voir qu'on ressortait de ce premier match avec une victoire. Déjà, oui, parce que d'un point de vue comptable, gagner à Crystal Palace, sans prendre de but, gagner à Selhurst Park sans prendre de but, c'est jamais banal, on va dire. Même si, la manière est pas toujours évidente et que c'est jamais un déplacement facile. Mais oui, content dans l'ensemble, de ce qui a été proposé, même si on a beaucoup souffert. Donc, on va dire que dans le jeu, c'est pas un match où j'en attendais énormément dans le sens où, c'est plus face à Leicester ce week-end où on va voir vraiment ce qu'on vaut quand on a le ballon, quand on va dire on est attendu. Là, on savait qu'en face, il y avait une équipe qui savait jouer les contres notamment. Enfin, on sait que c'est un poil à gratter. Je dirais que c'est peut-être le déplacement le plus difficile dans le ventre mou de la Première Ligue. Et c'est bien d'avoir manœuvré ça avec une équipe qui a du caractère, avec des joueurs qui ont euh, très bien joué, certains qui ont marqué de gros points. Et surtout, bah, on commence pas avec un handicap comme l'année dernière. Donc les bases sont plutôt solides. Ouais, on a une grosse victoire pour commencer. C'est vrai que la saison dernière, on avait fait match nul à l'Emirates. On avait failli perdre d'ailleurs, puisque Alexandre Lacazette avait égalisé à la dernière seconde. Et puis, on avait perdu 3-0 dans un match crucial pour la course à la Ligue des Champions à Selhurst Park l'année dernière. Euh, Corentin, ton avis sur ce match? Un peu la même chose que Antoine. Victoire finalement déjà cruciale. Ça fait plaisir de voir les 3 points contre Palace. Ouais, ça fait plaisir que, comme l'a dit Mathieu, c'est jamais facile. Déplacement à Crystal Palace. On se souvient de la saison dernière, on avait pris 3-0. Là, j'ai vraiment adoré notre entrée en matière. Les 10-15 premières minutes de la première mi-temps, on a de suite mis une grosse pression sur la défense adverse. On a montré qu'on était là physiquement, techniquement. Voilà, on reprend les bonnes habitudes, une petite combinaison sur coup de pied arrêté, but de Martinelli pour ouvrir le compteur de la saison. Franchement, c'est que des points positifs, même si on a un petit peu encaissé aussi. Ouais, un peu galéré. Ouais. On a un peu galéré quand même, notamment en deuxième période où on est passé quand même pas loin de l'égalisation si on n'avait pas eu un grand Ramsdale. Donc on a encore du boulot, c'est sûr, mais le but contre son camp sur un centre de Saka, ça montre que quand même on a de la réserve physique et que on est prêt à répondre au duel. Quentin, ton avis sur cette rencontre?
comme l'a dit un peu Corentin, on a un peu quand même galéré. On a surtout très très bien démarré et ensuite on a un peu encaissé, on va dire, les coups de Crystal Palace sans rompre, on va dire. Et finalement, on marque le deuxième but, on fait le break, victoire importante. Très importante. Et je pense que résumer le match en deux teintes comme ça, avec une grosse première demi-heure avec un niveau qui était assez phénoménal et une deuxième partie un peu plus compliquée, je pense que c'est assez juste. Après maintenant, c'est un peu normal qu'à Crystal Palace, on se prend beaucoup de coups, parce que c'est Crystal Palace à domicile, c'est Selhurst Park. Donc c'est leur jeu, ils sont vifs, ils vont à l'impact. Et ils font mal aussi sur les contre-attaques. Donc, c'était un type de jeu, qui nous a fait couler il y a 4 mois, en avril. C'est ce qui nous a un peu, plombé la fin de saison dernière. Donc c'était déjà un objectif de tenir face à un style de jeu comme ça. On a prouvé qu'on l'a fait. L'autre objectif, c'était de tenir aussi un but d'avance, parce que l'année dernière, on avait un peu de mal à faire ça. Donc c'était Ouais. 2 objectifs qui sont remplis. Et globalement, c'était le meilleur test, en fait, de pouvoir prouver justement qu'on est capable, dès le début de cette saison, de pouvoir justement tenir face à ces adversaires-là et de prendre des points contre ces équipes-là, ce qui nous a manqué l'année dernière. Donc victoire très cruciale et pour débuter le début de la saison, c'était crucial de commencer comme ça. Ouais, ça change en effet en plus euh, ça change de la saison dernière où on avait perdu 2-0 dans des circonstances, on le rappelle, avec le Covid, Aubameyang et Lacazette qui, à la dernière minute, sont absents parce qu'ils étaient malades. Enfin, ils devaient avoir le Covid également. Donc ouais, ça fait plaisir de commencer sur une autre dynamique que la saison dernière contre Brentford. Je parle un peu du chat. N'hésitez pas encore une fois à nous poser vos questions, vos sujets dans lesquels vous avez envie de parler. Le chat, je l'ai sous les yeux. Donc voilà, je vois notamment Calm Stovenx. Tu me pardonneras si j'écorche ton pseudo. Pardon. Qui dit que Palace a eu principalement deux occasions franches. Ramsdale a fait le boulot. C'est vrai que Ramsdale, nous, comme tu l'as dit, Corentin, nous sauve un peu aussi sur ce match, puisque le match aurait pu changer de dynamique avec une égalisation de Palace. Euh, pour parler un peu physiquement, Antoine, je vais me tourner vers toi, on on est un peu tombé, on a un peu plombé en mode au niveau physique. C'est pour toi aussi peut-être un gage de début de saison, en fait, on va dire, où l'équipe n'est pas forcément il y a eu la prépa, il y a eu etc. etc. Et c'est ce côté un peu physiquement où des fois c'est dur les premiers matchs avant de trouver du rythme, d'intensité de première ligne, on va dire. Pour moi, non, parce que pourquoi Crystal Palace l'aurait et pas nous? Pour moi, c'est plus lié au coaching tardif d'Arteta, malheureusement. Alors, on va pas trouver des choses négatives en permanence, mais, le problème d'ailleurs, j'ai livé le match sur les réseaux, au bout d'un moment, j'ai pété un plomb à un quart d'heure de la Ouais. fin, où tu as le droit de faire des changements, peut-être même à 10 minutes de la fin et il y a des joueurs qui ont plongé, je trouve, parce que, bah, c'est dur et parce que certains ont peut-être dès la 60e où on aurait pu les voir sortir. Notamment, je pense, nos joueurs de côté, même si on n'avait pas grand monde pour remplacer Ben White, qui a été très bon, mais qui se faisait prendre de vitesse un petit peu de manière récurrente, je trouvais. Et Zinchenko aussi, je trouvais qu'il était un petit peu plus absent sur la fin, la deuxième mi-temps. Voilà, après, ça aurait peut-être nécessité de faire un petit changement 10 ou 15 minutes avant, hein, encore une fois, mais apporter du sang neuf. Après, peut-être que c'est sûr, certains joueurs n'étaient pas prêts, mais je pense que c'est pas tant physiquement qu'on a été baladé, je pense, c'est qu'aussi on a laissé le ballon à Palace. Donc automatiquement, forcément, tu as plus l'impression d'être dominé. Est-ce que peut-être qu'on l'a laissé parce qu'on pouvait pas finalement physiquement, mais en attendant, c'était aussi le jeu qui demandait ça, parce que tu mènes 1-0 à l'extérieur et que tu pas de marge face à ce genre d'équipe. Donc après, voilà, l'aspect physique, on verra plus ça, je pense, samedi à domicile, où on va plus attendre l'équipe sur le fait justement de bien jouer pendant 90 minutes et de mettre de l'intensité en ayant le ballon pendant 90 minutes. C'est ça aussi, Quentin, ce que tu vas peut-être retenir aussi de ce match, c'est que malgré la baisse physique, l'équipe a a toujours été solidaire et c'est un peu sur la même lancée que ce qu'on voyait la saison dernière, une équipe vraiment soudée, euh, en tout cas Mmh. de plus en plus soudée sur les matchs difficiles à l'extérieur. C'est ça, c'est la question de l'envie, elle est revenue dans le club depuis quelque temps et on le voit sur le terrain avec tous les joueurs, à tous les niveaux, sur toutes les lignes et ça donne des résultats comme ça. Et maintenant, il y avait une baisse de régime
Effectivement, je pense que Arteta, il avait pas vraiment le banc parce qu'il avait, tous ses joueurs créatifs et certains milieux qui étaient pas encore prêts. Kieran Tierney revenait de blessure et mine de rien, ils ont pas lâché jusqu'au bout et c'est ce qui nous donne des points et c'est ce qui nous a failli qualifier en Ligue des Champions l'année dernière et c'est ce qui, je pense, va nous porter encore cette saison et ça fait vraiment partie de cette nouvelle culture dont on parle depuis quelque temps aussi au club et on le voit sur le terrain et c'est vraiment important et puis ça se produit donc là-dessus, on peut rien reprocher aux joueurs et au staff. Je voyais sur le chat Groover qui nous demandait un avis sur les recrues, et notamment le premier match de Zinchenko. Euh, Justement, pour parler un peu je m'étais noté de parler de Gabriel Jesus et de Zinchenko, justement. Corentin, pour parler de l'Ukrainien, comment tu as trouvé ça? Voilà, comment tu l'as trouvé sur le terrain, sachant que, bon, juste pour le côté statistique, il a notamment été passeur décisif pour Gabriel Martinelli. Ouais, il a une passe décisive, ça fait toujours plaisir pour les stats. Après, moi, je l'ai trouvé quand même très présent offensivement. Je l'ai trouvé très juste techniquement dans ses prises de balles, ses passes. Totalement à ce que j'attendais de lui en fait en tant que latéral gauche. Donc j'ai vraiment été content de sa première mi-temps. Après, je pense défensivement, je pense que un peu comme l'équipe, un peu comme toute l'équipe, il a un peu mangé chaud aussi en seconde période. Je m'en souviens sur Ayou qui le déborde assez facilement. Je crois que c'est vers la 60e, un truc comme ça. Donc ouais, il y a toujours ce risque-là, notamment sur le repli défensif où on voit que ça peut toujours être dangereux. Mais sinon j'ai vraiment aimé sa prestation dans son ensemble et ça présage que du bon pour la suite. Un mot, Antoine, sur voilà, ce que tu as pensé en faisant le live sur la performance de l'Ukrainien. Bah, en fait, il apporte quelque chose. On sent qu'il a on sent que c'est déjà un très bon joueur, en fait. Là où, on a vu Tierney progresser, qui était bon, hein, mais on l'a vu progresser au fur et à mesure. Là, on sent qu'il arrive, c'est déjà très sérieux ce qu'il fait. On sent très juste, donc je pense qu'il est un peu court physiquement, parce que forcément sa préparation aussi est un peu particulière quand tu changes de club comme ça, 2 semaines avant la reprise du championnat. Mais c'est techniquement aussi, techniquement je trouve qu'il a une grande qualité. Après, d'un point de vue offensif et notamment c'est vrai qu'on l'a vu, hein, sur le corner d'ailleurs, c'est de la tête en plus et il est au bon endroit au bon moment. Alors le marquage, sur le corner, il est catastrophique de la défense de Palace, mais il sent le jeu en fait. Après moi c'est si je peux me permettre, je vais pas dire émettre des réserves, mais, j'attends de voir défensivement, notamment sur un match complet. Et c'est vrai que notamment tu l'as dit, Corentin, il se fait déborder par Ayou en deuxième mi-temps. J'ai peur certaines fois, je me dis face à des ailiers un peu rapides, qui puissent être un peu en difficulté. J'attends de voir. Quentin, ton avis sur Zinchenko? Bah, je vais rejoindre tout ce qui a été dit, mais je vais surtout comparer par rapport à Nuno Tavares parce que il est là notamment pour combler le départ de Nuno Tavares et quand on voit Zinchenko rentrer, on est quand même beaucoup plus serein qu'un Nuno qui doit encore grandir parce qu'il est jeune, parce qu'il est loin de son meilleur niveau. Donc du coup, pour le présent, Zinchenko, c'est le joueur qu'il nous faut pour vraiment taper nos objectifs et nous assurer de pouvoir aller le plus haut possible. Mais je pense que ce qui va surtout nous apporter Zinchenko, c'est, le côté versatile. Il va pouvoir rentrer au milieu du terrain au bout d'un moment, que ce soit pour combler Xhaka ou que ce soit et quand Kieran Tierney va pouvoir jouer aussi en même temps et c'est là où il va être bon. En tout cas, quand il va falloir remplacer Kieran Tierney, parce qu'à chaque fois que Tierney s'est pété ces dernières années, c'est là où on a commencé à plonger dans le classement. On aura un Zinchenko qui sera capable de faire le boulot et de le faire correctement. Donc c'est une très bonne nouvelle et à Crystal Palace, avec les coups qu'il a pris, je trouve qu'il a quand même bien tenu tout au long du match. Alors justement, j'avais posé la question la semaine dernière, Corentin est témoin sur le qui de Zinchenko ou de Tierney au poste de latéral gauche. On l'a reposé cette question sur nos réseaux sociaux Ouais. ce soir, et la semaine dernière, ça avait mis un gros blanc. personne personne n'avait su répondre. Alors, je vais la reposer ce soir juste pour voir si ça a changé. Antoine, sur le long terme, si les deux sont fit et sont dispo, tu mets qui voilà, à la place, à cette place de latéral gauche? Je vais faire une réponse, Normande, magnifique peut-être hein, vaincu, peut-être vaincu. Florent, pour moi,
Tierney, sur des matchs, je pense que Tierney nous offre plus d'assurance défensive. Donc je dirais peut-être Tierney plus dans les gros matchs face à des ailiers dangereux et Zinchenko plus face à des équipes qui, je veux pas dire, demandent plus un apport offensif des latéraux, mais typiquement face à Palace ou on va dire face à des équipes où on aura besoin de faire le jeu. Donc on va dire, moi à l'instant T, je les vois très proches l'un de l'autre et je pense que Tierney face aux grosses équipes nous offrira un peu plus d'assurance défensive et Zinchenko un apport différent, on va dire, et plus offensif. Donc moitié-moitié quoi. Des profils, on va dire, au même Plus niveau, mais complet, qui sont différent. complémentaires selon les équipes, en gros. Donc tu as 2 cartouches. Après, voilà. Pour l'instant, je peux pas dire lequel est meilleur que l'autre, j'attends de Non, revoir mais oui, Tierney. bien évidemment. On compare, enfin, il n'y a rien à comparer. En fait, on est très content d'avoir les deux joueurs. Après, c'est Arteta qui fera ses choix selon les matchs, comme tu l'as dit. Juste pour par curiosité, Quentin, Corentin, vous mettez qui là, voilà, si les deux sont fit, contre Leicester, par exemple, vous mettez qui? Hum, Je mettrais bien les deux. Je rigole. Non, mais plus sérieusement, Même j'aimerais pas. bien voir le mec qui prend pas de position, mais non. Je mettrais bien, ouais, je verrais bien au moins 60 minutes, Tierney à gauche et Zinchenko dans l'axe, avec soit Xhaka, soit Partey à ses côtés. J'aimerais bien voir ça. Après, si je devais choisir vraiment entre les deux, moi je prendrais plus Zinchenko quand même parce qu'il a quand même une expérience que Tierney n'a pas. Et je pense que ça peut nous être bénéfique dans des moments difficiles. Après, je suis d'accord avec Antoine sur le fait que défensivement, il apporte plus de sérénité. Donc, c'est deux points de vue ouais, qui se valent les deux se valent quoi. Comme dit Manax dans le chat, les problèmes de riches qu'on aime. Ça, c'est clair. Pour finir là-dessus, Quentin, ton avis? Je vais exactement dire ce qu'a dit Antoine, hein. Je pense que ce qu'il a dit, mais c'est vrai. Après, Oui, ça bah va oui, dépendre de oui. plein de choses, hein. Ça va dépendre de est-ce que Kieran Tierney il va se péter entre-temps? Est-ce que, Xhaka, il va faire son Xhaka, il va prendre son petit rouge, comme il sait le faire? Donc ça dépend de plein de choses. Après maintenant, si on parle que de Leicester la semaine prochaine, je préférerais avoir un Zinchenko parce que Kieran Tierney revient encore de blessure, mais juste pour le protéger et pour être sûr que Tierney puisse faire la saison, quoi. Après, sinon, avec le calendrier, tu peux te dire Oui, tu fais jouer un sur deux sinon. mais Après, oui. c'est pas terrible l'automatisme, mais Bon, je pense qu'ils ont tous les deux le niveau et l'intelligence pour savoir. Mais je pense que Tierney, on a vu aussi dans les dernières saisons qu'il avait besoin d'enchaîner aussi pour être dans le rythme. Voilà pour Zinchenko. On va parler d'un autre ancien joueur de Manchester City, Gabriel Jesus. On va aller un peu plus vite parce qu'on a beaucoup de sujets aussi ce soir. Antoine, Gabriel Jesus, ton ressenti sur. Lui aussi, il a un peu plongé physiquement, mais le début du match était impressionnant quand même, hein. on voit que c'est un très bon joueur de foot, quoi. Ça, c'est assez impressionnant, on va dire. Par sa qualité de déplacement, de sentir le jeu, le début de match, il aurait pu marquer et c'est un peu dans la lignée de ce qu'on a vu, de sa part dans la préparation. En plus, il a l'air prêt, physiquement, même si encore une fois sur la fin de match, ça a été un peu plus dur, mais voilà mais franchement, moi, je suis impressionné par, c'est un attaquant qui prend des initiatives, on le voit beaucoup permuter aussi. C'est quelque chose qui va être une vraie cartouche. L'année dernière, il a joué certaines fois ailier avec City et c'est vrai que, notamment avec Martinelli, sa relation, changer comme ça, c'est très intéressant et puis techniquement, c'est costaud, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Ça change complètement de registre de la Lacazette l'année dernière, donc C'est on beaucoup va plus jouer, on mobile, va hein. dire ouais, c'est plus mobile, donc c'est différent, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui va plus participer à la construction du jeu et quand on connaît la qualité d'Odegaard, notamment techniquement, je pense que ça peut être que bénéfique et j'attends de voir, mais franchement, c'est assez intéressant et on a envie de se dire, «Waouh, si on a un attaquant de ce niveau-là tout au long de la saison, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de différence». Pour enchaîner sur le. On va parler aussi peut-être d'un duel qu'on a eu tout le match avant de parler forcément de faire un focus sur William Saliba, mais il y a eu un duel qui était assez intéressant, et notamment puisque Ben White, qui d'habitude en défense centrale était latéral droit, c'est le duel Ben White-Zaha. Quentin, on sait que Zaha, c'est toujours compliqué de le jouer, de défendre contre lui, surtout contre nous. À chaque fois, il fait des matchs assez impressionnants, il est très très fort. Qu'est-ce que tu as pensé de la perf de White? Je sais que nous, pendant le match, on avait dit qu'il était un peu en difficulté. Au final, avec le recul, il a quand même fait une très très grosse perf. Voilà, qu'est-ce que toi t'en as pensé?
Bah, cette grosse perf, elle se confirme par les stats, hein, parce qu'aujourd'hui, après, le premier match, c'est le joueur qui a réussi le plus de tacles lors du premier match, Mm. donc il a fait 8 tacles. Après c'est sûr que quand tu joues contre Zaha, tu as l'impression de prendre le bouillon pendant tout le match parce que Zaha, il est tellement fort que Le lapsus. Ne regarde que pas, quand Valentin. Zaha, il est tellement fort que, bah, il te fait danser tout le match. Alors du coup, c'était un peu compliqué, mais il a tenu et finalement, il y a pas eu de gros débordements et la seule fois où il a été débordé, bah, il y a eu le pompier Saliba qui est venu derrière. Donc franchement, on peut que lui tirer notre chapeau, surtout qu'il joue en dehors de sa position, de défenseur central qu'il a occupé toute la saison dernière. Ouais. Donc forcément, tu dois te remanger le poste d'arrière droit contre Zaha, C'est pas les mêmes qui là, qualités en plus, ouais. c'est pas un cadeau, quoi. Donc et Mm. finalement, franchement, il a tenu la baraque et on peut que dire bravo parce que franchement, c'est grâce à lui aussi que si on prend les 3 points. Il y a, dans le chat, on nous dit, Madax qui nous dit White l'a bien fait rager, c'était quand même solide et autoritaire. C'est vrai que on l'a vu les saisons dernières, et puis pas forcément que face à Arsenal, mais Zaha, il a cette tendance à faire sortir les défenseurs de leur match, en fait, à faire péter les plombs parce il est insupportable et il est très fort. Enfin, il a ce côté en 1v1 où il est très très fort. Après, dans la finition, c'est autre chose. Corentin, qu'est-ce que tu as pensé voilà, de ce duel et de cette autorité qu'a montré Ben White? Moi, c'est vrai qu'au début, première mi-temps, j'ai trouvé qu'il était un peu en difficulté quand même. Après, c'est vrai que je me suis tellement focus sur le match de Saliba que j'ai pas forcément prêté attention au match de Ben White. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait les notes, je l'ai pas mis forcément une très grosse note parce que je m'étais pas rendu compte du nombre de duels en fait qu'il avait gagné face à Zaha, tellement j'avais l'impression que Zaha était omniprésent sur le terrain. Mais c'est vrai que quand on voit les stats, c'est vraiment impressionnant, quoi. Il a, il a pas, il a beaucoup. On va dire que Zaha lui a imposé un duel physique assez impressionnant et il a su répondre à ce duel-là en tant que latéral droit. Donc moi, franchement, j'avais des doutes avant le match sur sa position en tant que latéral droit. Et là, je pense que ça m'a beaucoup rassuré et je pense qu'il peut tenir toute une saison à ce poste-là, ce qui nous a bien rassuré de ce point de vue-là. Antoine, je vois que je vois que tu as une réaction de la tête. Nous, Ouais, nous oui, t'écoutons. parce que justement, je comprends aussi, la note de Corentin parce que même s'il fait un gros match, il a souvent été en difficulté, mais c'est surtout, je pense, quelque chose qui s'explique par un manque de vitesse quand tu es positionné en tant que latéral et pour moi, Ben White, il a pas cette vitesse suffisante face à un ailier qui est rapide ou dangereux. Alors, maintenant la question c'est, étant donné du match de Saliba, on en reparlera et on va dire, est-ce que, Arteta va avoir Gabriel en côté gauche? C'est-à-dire, est-ce qu'il accepte d'avoir un gaucher et un droitier? Enfin, il Tu, an- considère qu'il faut avoir un gaucher et un droitier. tu Ça veut anticipes. dire que Ben White ne peut jouer qu'à droite et ça, j'attends de voir, mais contre des grosses équipes, j'ai quand même peur qu'en tant que latéral, étant donné que ce soit pas vraiment son poste, il soit un peu mis en difficulté face à des ailiers qui courent vite justement, notamment. Après, il sera très fort dans le duel, ça c'est sûr. Donc c'est assez intriguant en fait de voir même lui, est-ce qu'il accepterait, sachant que c'est quand même notre recrue phare de l'année dernière, on va dire, d'être cantonné à un rôle de latéral droit, qui est pas forcément le sien. Justement, Heu, on en reparlera quand on fera juste après, quand on fait notre focus sur Parfait. Saliba. Tu anticipes les futures questions. Justement, juste pour finir, pour parler un peu des autres résultats de la première journée, je vous ai fait un petit récap avec un screen du site de l'équipe. Donc, on a gagné vendredi soir. Il y a eu le nul de Fulham face à Liverpool. On est forcément qu'à la première journée, mais je voulais juste vous montrer ça. Il y a forcément Tottenham qui a gagné 4-1 et qui est juste au-dessus de nous au niveau du classement. Manchester City a gagné. Leicester qu'on joue donc que nous jouons donc samedi a fait 2 partout contre Brentford. Et puis Manchester United a perdu contre Brighton. Voilà un peu pour les résultats de cette première journée de Première Ligue. On va pouvoir passer au deuxième, on va dire, la deuxième grande partie de cette émission. C'est bien évidemment la perf de William Saliba. Premier match avec Arsenal, homme du match. Voilà, on va commencer directement. Corentin,
tu t'es focus sur, sur la perte de Saliba. Alors, vas-y, dis-nous ce que tu as pensé de ce premier match avec Arsenal. Ouais, je pense que un peu tout le monde avait les yeux braqués sur lui, sur sa performance. Est-ce qu'il allait tenir le coup physiquement? Est-ce que il allait être aussi fort qu'on le pensait? Et ouais, j'étais vraiment surpris par en fait son calme, sa sérénité. On aurait dit qu'il était en première ligue déjà depuis 4-5 ans. Il a pas fait d'erreur et en plus dans un poste qui est tellement compliqué quand on débute en première ligue. C'est vraiment le pire poste où si tu fais déjà une erreur ou une boulette sur ton premier match, ben tu vas déjà avoir du mal à faire oublier cette boulette là. Et lui, autant dans la relance, l'anticipation, le duel physique, enfin il avait tout quoi. Il avait tout et franchement chapeau bas parce que j'ai rarement vu des premières perfs de première ligue de ce niveau-là. Et franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite, notamment face à des grosses équipes, mais c'est très 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 rassurant. Quentin, on va te dire sa perf, c'est difficile de faire mieux pour une première. Bah, comment tu veux faire mieux à part marquer un but et faire une passe décisive en plus? Concrètement, Ouais, c'est clair. si tu ressors avec le trophée d'homme du match après ta première perf, surtout à Sellers Park, parce que c'est le stade parfait et l'équipe parfaite pour couler lors de ton premier match en première ligue. Et finalement, ben, il sort grandi et il répond à toutes les attentes. Et, enfin, il est venu à Sellers Park comme s'il allait faire ses courses au Leclerc, quoi. Il est reparti tranquille. C'est vrai. Non, mais je vous ai mis aussi on avait fait un petit, je vous mets à l'écran un petit mème qu'on avait juste pour la vanne qu'on avait mis pendant le live. On avait comparé. On sait que ça vous a un peu plu sur les réseaux, notamment sur Twitter, Monsieur Propre pour William Saliba. Mais voilà, Antoine, pour on va dire continuer sur ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qui t'a plu dans la perf de Saliba? C'est surtout peut-être son calme pour une première. Oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé, mais c'est vrai qu'il a été très serein. Comme dit Corentin, on a l'impression qu'il joue en première ligue depuis 5 ans. Mais c'est surtout, moi, je trouve sa son impact dans les duels, moi, qui m'a impressionné, en fait. Il nous a fait des tacles glissés dans plusieurs endroits du terrain où c'était très risqué, d'une justesse assez incroyable. On sent que, s'il y a un attaquant qui vient au duel, on va dire face à un neuf, au duel, il peut être très solide. Heu, En fait, son profil, me fait penser, à ce qu'est Van Dijk à l'heure actuelle, on va dire. C'est quelqu'un, ouais, qui est très solide dans les duels, assez imposant physiquement et avec un très bon jeu au pied, très serein au jeu au pied et on va dire que William Saliba peut tendre à se rapprocher le plus possible de Van Dijk pour, on va dire, être parmi les meilleurs défenseurs de la ligue. Mais franchement, ouais, son calme, sa sérénité et puis ouais, en plus, il a dans ses relances, certaines fois, il a pas paniqué, avec le ballon. C'est d'une tranquillité, d'une justesse. Quand vous avez, les 4 de derrière, Zinchenko, Gabriel, Saliba et White, ça touche du ballon, quoi. Et ça déjà, vous avez, 4, on va dire, créateurs déjà rien que dès votre ligne de 4 derrière. Donc ouais, c'est une première prestation vraiment assez exceptionnelle. Maintenant, j'ai envie de le voir, face aux meilleurs attaquants du championnat, quoi. Et déjà la semaine prochaine, je sais pas si Vardy va jouer, mais Ouais, j'avais noté juste quelques stats de son match. C'est marqué 94% de passes réussies, 6 dégagements, 3 duels gagnés, 100% de duels aériens gagnés, 7 récupérations et 100% de dribble pour un défenseur. Voilà, vous avez compris, de dribble réussi. C'est vrai qu'une première très très complète. Euh, Quentin, je vois que dans le chat on écrit il dégage quelque chose, c'est indéniable. Comment on peut décrire, on va dire, ce qu'il dégage, on va dire, c'est peut-être comme on le disait, cette sérénité finalement dans le. Parce qu'encore une fois, c'était sa première. Euh, Après, c'était sa première, mais bon, maintenant, il commence à avoir de l'expérience hein, avec sa saison à Marseille qui est un chaudron avec une ambiance folle. Ça t'apprend un petit peu la vie. Je veux dire, je trouve que ce qui est fort chez Saliba, c'est que ces 3 années de prêt ont été très bénéfiques. C'est un joueur qui est extrêmement bien développé et qui maintenant est prêt à passer l'étape supérieure.
et qui a appris en fait à gravir les échelons petit à petit. Et maintenant, il est au plus haut niveau et c'est à lui de tout montrer. Et il prouve en fait que depuis le départ, il a le niveau, il est capable. Maintenant, il faut qu'il confirme. Et c'est pour ça qu'il est aussi serein, que c'est aussi facile et qu'il taille pas trop. Parce qu'en fait, il sait, il a déjà tout appris. Il a juste à continuer son chemin à Arsenal. Et je trouve que tout est logique en fait dans ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est aussi simple, je pense. Puis on va forcément, encore une fois, on va forcément attendre aussi je vois qu'on le dit dans le chat, on attend moins de City, Liverpool. C'est vrai c'était Crystal Palace, c'était compliqué, mais c'est vrai qu'on l'attend, comme tu l'as dit, sur une saison et contre des oppositions, on va dire des attaques peut-être enfin plus huppées, on va dire. Mais finalement, tu l'as un peu aussi approché, Corentin. Est-ce que finalement Arteta, on l'a tout le monde l'a beaucoup critiqué sur la gestion du cas Saliba en disant mais pourquoi il est reparti une saison, on voulait le voir titulaire l'année dernière, pourquoi il est parti à Marseille, enfin voilà. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à le voir dans le 11 titulaire? Est-ce que finalement quand on voit cette première, ça lui donne pas totalement raison à Arteta d'avoir fait ça? Bah oui, parce que il aurait très bien pu commencer l'année dernière ou il y a 2 ans où il était arrivé dans des conditions un petit peu particulières de point de vue perso, où avec les U23 il n'avait pas été forcément très très bon, on va dire ça comme ça. Donc ouais, je pense que les 6 mois à Nice ont été aussi déterminants. Ensuite l'année qui a suivi à Marseille, pareil, où il a quasiment joué tous les matchs. Donc je pense que ça lui a permis d'acquérir de l'expérience avec des matchs références. Donc je pense que il a fait l'Europa League aussi, donc Ouais. ça lui a permis vraiment de jouer, d'avoir du temps de jeu. Et aujourd'hui, on le sent que c'est un joueur en confiance, qui a confiance en ses capacités. Arteta a eu le nez fin là-dessus, je pense. Et il a fait le bon choix de le prêter. Antoine, tu en parlais tout à l'heure justement de cette peut-être concurrence avec pour le poste de défenseur central, mettre Ben White à droite. Euh, Si William Saliba continue sur cette lancée de ce premier match et on va dire des perfs à ce niveau, est-ce que la charnière qu'on a vue la saison dernière, Ben White-Gabriel, va bouger et que Ben White va se retrouver en concurrence justement avec Tomiyasu, mais plutôt pour le poste d'arrière droit et finalement en backup des deux postes? Bah, en fait, c'est assez intriguant. On avait justement, je vais pas faire de l'auto-promo, mais il y avait un article, on avait écrit un article dessus au mois de début juillet justement sur, quelle charnière on voulait. Je crois que les gens avaient plutôt voté d'ailleurs, Gabriel, White. En même temps, on n'avait pas encore vu Saliba avec notre maillot et c'est vrai qu'à l'instant T, Saliba, c'est pas celui qu'on a envie de sortir du 11, ça c'est sûr. Après, moi personnellement, j'aimerais bien voir une défense White-Saliba. Pour moi, d'accord, les entraîneurs vouent une importance considérable à avoir un gaucher et un droitier en charnière. Mais j'aimerais bien voir ça parce que pour moi, Ben White, enfin, pour moi, c'est du gâchis. Ben White, latéral droit, pour moi, c'est du gâchis. C'est comme si vous aviez Lionel Messi sur le terrain et que vous le mettez dans les buts. Enfin, je trouve que ça manque, on va dire, c'est pas viable sur le long terme. Donc, enfin, j'attends de voir. Après, si Ben White assure au poste de latéral droit, on peut rester comme ça, il n'y a aucun souci. Mais Saliba, en tant que défenseur central droit, s'il continue comme ça, très bien, on garde, hein, on signe, hein. Quentin, votre avis sur cette charnière, concurrence au poste de latéral droit, enfin voilà, un peu la place de Saliba, la place de White, même la place de Gabriel aussi dans cette défense des Gunners. Ouais, Moi, je Corentin, suis si tu veux d'accord penser, ouais. avec Antoine. White Saliba, c'est déjà celle qui me faisait le plus envie, on va dire, avant le début de saison. Que je trouve que White a quand même. Je trouve White plus serein que Gabriel quand même sur certaines actions, on va pas se mentir. Moi, je trouve qu'il a le ballon qui lui brûle un peu les pieds, Gabriel, dans certaines phases de jeu où il pourrait relancer plus proprement, on va dire. Et des fois, il met des grands parpaings vers l'avant, et ça, je trouve que c'est un peu son point négatif à Gabriel, tandis que White et Saliba, c'est quand même au niveau relance, je pense que c'est tout ce qu'on a besoin pour construire notre jeu.
Après, comme l'a dit Antoine, l'entraîneur, Ouais. Moi, les entraîneurs, ils kiffent avoir et puis c'est ce que un je vois aussi dans droitier et un le, gaucher, donc c'est ce que je vois aussi dans le chat, c'est que Arteta, ouais. enfin, de ce qu'il a toujours dit, c'est qu'il veut absolument un. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on Ouais. a fait jouer aussi Pablo Mari en début de saison Mm, dernière, c'est qu'il veut mm. absolument on va dire un central gauche avec, enfin, avec un pied gauche qui est gaucher. Donc voilà, je sais pas sûr, enfin je sais pas si vous pensez enfin tu penses Corentin que Arteta serait capable de se dire bah je laisse Gabriel sur la touche et je mets cette charnière centrale. Bah, On n'est après, pas dans je sa suis tête, pas hein, sûr. mais Ouais, ouais, après, si Pablo Mari part, du coup, ça fait on n'aura plus que Gabriel en gaucher, donc je suis pas sûr qu'il soit encore. À moins que Gabriel fasse tous les matchs de la saison, ça me paraît impossible, donc je pense qu'il va forcément, à un moment donné, tenter les deux centraux droitiers, donc moi, je pense que c'est pas une hérésie de tenter un White Saliba quelques matchs, quoi. Ouais, en surtout fait, ça que. dépend de enfin, pardon, Non, non, ça vas-y. dépend quand tu sors le ballon, c'est vrai que quand tu as beaucoup le ballon et que tu dois sortir le ballon, je suis d'accord que, le gaucher aura plus la Oui. facilité à écarter le jeu sur le latéral gauche, évidemment. C'est pour ça, mais tous les niveaux, hein, que ce soit, en Ligue 1, en Première Ligue ou 3e division de district, les entraîneurs veulent ça parce que justement pour ressortir, ça aide. Après, dans un match où tu sais que tu vas pas avoir beaucoup le ballon et jouer beaucoup de duels, pourquoi pas justement plutôt tenter, ça? Même si Gabriel aussi est Après, très bon dans donc pour finir là-dessus, après c'est vrai qu'en plus on a Kieran Tierney qui peut aussi jouer défenseur central si besoin en est. Quentin, pour finir sur William Saliba, tu as parlé de quelque chose, c'est on va dire continuer, on va dire ne pas se relâcher. Ça c'est aussi un point important pour lui, c'est ok, tu as commencé très très fort, maintenant il faut aussi confirmer sur le long terme, on va dire. Bah, c'est le haut niveau, c'est quand tu t'imposes, il faut t'imposer pour toute la saison et pas sur un match parce que sinon tu redescends tout aussi vite. Donc c'est toujours pareil, hein, on l'a attendu comme le Messi pendant des années Saliba. Maintenant qu'il est là, il a encore gravi des échelons dans le cœur des fans. Donc là, maintenant, c'est clair que tout le monde le voit intouchable, mais maintenant il faut qu'on puisse avoir le même sentiment en juin, en fait. Et peut-être que même comme ça, si ça continue en décembre, peut-être qu'il sera titulaire en coupe du monde aussi. C'est parce qu'il joue aussi ça Saliba, en fait, cette C'est saison. vrai. il y a quelqu'un qui en parlait dans le chat. Oui, 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 je voyais dans le chat qu'on parlait en effet de l'équipe de France, parce qu'avec la Coupe du Monde, encore une fois, qui est en novembre cette année. On a fait le tour, puis on va enchaîner. On a fait le tour sur William Saliba. On va passer pardon, au troisième titre, troisième point de cette émission. C'est le mercato, puisqu'on a parlé la semaine dernière des arrivées et des départs. On va parler maintenant des besoins de cette équipe. Faut-il renforcer cette équipe à l'heure qu'il est? Le mercato se finit fin août. On a justement, j'ai noté juste deux petits points puisque Leno est officiellement parti à Fulham. On en avait parlé la semaine dernière, mais ça y est, c'est officiel pour environ 9 millions et demi avec les bonus parce que c'est 3 millions le transfert, mais il y a les bonus après. Et puis Torreira, le club vient d'officialiser par un tweet, officialiser son départ. C'est à Galatasaray. Et si je dis pas de bêtises, le deal devrait être autour de 6-7 millions d'euros pour Lucas Torreira. Euh, voilà pour ce qui est des petits départs, des deux petites infos. Euh, Quentin, directement, je me retourne vers toi. Voilà. Est-ce que cette équipe, on a encore besoin de monde? Pas beaucoup. Je pense qu'on on sait tous que le club recherche un ailier droit pour pallier au fait que Saka pourrait, souffler de temps à autre et je pense que s'ils en recherchent un, c'est parce qu'ils pensent vraiment que Saka a besoin d'un remplaçant, mais il y a Pepe qui est derrière et qui ne semble pas bouger. Donc si Pepe ne part pas, je vois pas quelqu'un arriver parce que bon, le salaire de Pepe, c'est énorme et ça ferait beaucoup de joueurs au même endroit. Surtout qu'on a recruté le jeune Marquinhos qui a fait un super match en U23 apparemment. Et Ouais. après l'autre endroit où je verrais, potentiellement un manque, c'est autour de Thomas Partey, Granit Xhaka, on sait jamais, hein. C'est le milieu de terrain qui nous a toujours, un peu pourris, au fil des saisons aussi, Est-ce que si Thomas Partey se blesse, est-ce que si Xhaka prend son rouge habituel, est-ce que Mohamed Elneny fera ses grandes performances comme la saison dernière? Bonne question. On parle de Tielemans. Est-ce que maintenant que Torreira va partir, ils vont ramener Tielemans? Voilà, c'est les 2 seules positions auxquelles je pense. Après, j'ai toujours un doute sur le gardien parce que j'ai des doutes sur Matt Turner. Même s'il doit prouver, il faut lui laisser le temps de prouver qu'il est capable. Je quand même des doutes
j'attends de voir. Mais si Matt Turner ne confirme pas être capable de prendre la place d'un Leno, je pense qu'un Ramsdale pourrait se reposer sur ses lauriers, voilà, je pense que c'est mes 3 doutes sur l'équipe actuelle. Je vois dans le chat, il y a forcément le nom de Yuri Tillmans qui revient assez souvent. Antoine, est-ce que pour toi c'est un poste, c'est un profil dont on a besoin et qu'il faut justement recruter? On sait que le joueur, enfin en tout cas dans ce qui s'est dit dans les médias, et je parle d'Ornstein notamment, qui est the référence au niveau du club, qui dit que le joueur voulait venir et que nous on voulait le recruter, enfin en tout cas voilà. Euh, voilà. Est-ce qu'on a besoin de Yuri Tillmans et des besoins à d'autres postes pour toi? Surtout Yuri Tillman, c'est capital. On a un besoin au milieu qui est capital, je pense. Parce que déjà, même sans parler de blessures ou de suspension ou de carton pour chaque aparté, je trouve qu'ils sont quasiment pas mis en concurrence là, parce qu'ils savent très bien que derrière c'est trop juste, que ce soit Maitland-Niles s'il reste, que ce soit Elneny ou Lokonga. À l'heure actuelle, il y a pas vraiment de concurrence. À voir si Fabio Vieira peut avoir un rôle dans ce milieu de terrain-là, même si j'ai un gros doute, parce qu'on a vu notamment l'année dernière quand Odegaard ou quand Smith Rowe se positionnait comme ça devant la défense, c'était rarement brillant. Et donc oui, hein, le milieu de terrain, c'est capital, donc un profil à la Tillmans, très bien. Je pense qu'il faut faire ça, rapidement, histoire d'avoir justement ce plus au milieu de terrain, sachant qu'on va jouer tous les 3 jours et pour moi, c'est nécessaire. Après sinon, moi non, parce que, sur les ailes alors, on va voir, à la fin du mercato, mais j'ai pas l'impression qu'on va réussir à vendre Pepe, donc Pepe, j'ai l'impression qu'on va le garder, donc quel est l'intérêt de recruter? Et quand bien même Pepe partirait, heu, je on a Reiss Nelson qui, peut-être je suis un peu optimiste, mais pour moi, il pourrait faire une doublure suffisante de Saka. On a Marquinhos, qu'on attend de voir évidemment, mais s'il nous fait une première saison comme Martinelli a fait, il pourrait très vite être performant. Donc à l'instant T, je vois pas de besoin sur ce poste-là. Puis après, au poste de gardien, on verra. On va voir déjà sur les 6 premiers mois, Matt Turner aura sa chance en Europa League et sur les coupes. Ça nous permettra de juger assez vite si c'est soit un flop comme Roy Narsson ou si c'est vraiment un gardien qui aspire à ne serait-ce qu'à être une bonne doublure. Et évidemment, Quentin l'a dit, ne pas être une doublure non plus trop lointaine de Ramsdale pour le maintenir un petit peu sous pression. Je vois que dans le chat, en tout cas, tout le monde est unanime par rapport à la signature, en tout cas l'envie de signer Yuri Tillmans. Corentin, on va finir par toi pour le mercato, pour les besoins de cette équipe. Mmh. Voilà, on l'a dit, on a besoin en tout cas pour vous, on a besoin d'un milieu. Pour tout le monde, apparemment, on a besoin d'un milieu. Est-ce qu'on a d'autres besoins qui, toi, te viennent à l'esprit sur les ailes, en défense, ou peut-être justement au poste de gardien? Voilà. Quels sont on va dire, tes points d'attention pour ce mercato? Bah, moi, l'un de mes plus grands souhaits, c'était d'avoir un backup pour Tomiyasu et de ne plus jamais revoir Cédric à Arsenal. Mais le problème, c'est que je pense qu'il est parti pour rester. Il a bien baissé la tête pendant la préparation. Il s'est fait discret et voilà, on va se retrouver avec Cédric euh, Apparemment, il a un chez nous. rôle, Voilà. dans le vestiaire. Alors bon, Après, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est toujours fit au final. Il n'est jamais blessé. Si on l'appelle, il est là. C'est ça, il faut le reconnaître que là-dessus, joueur très professionnel, il n'y a pas de souci. Il a de l'expérience. Je sens que, ouais, on sent qu'il a un petit peu aidé Fabio Vieira aussi, Marquinhos, enfin ceux qui parlent les lusos brésilien, portugais. Je pense il a bien aidé ces joueurs-là pour l'intégration. Après, moi, le problème, c'est que sur le terrain, c'est un joueur voilà, il nous apporte rien de concret dans le jeu. Il est vraiment pas adapté au projet d'Arteta. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Donc, je pense que j'aurais bien aimé avoir un autre latéral droit pour concurrencer Tomiyasu, vu qu'il est souvent blessé. Après, si on a Ben White. Ouais, voilà. ouais, si on a Ben White, peut-être que justement, c'est peut-être pas le poste où on va recruter. Mm. Mais en effet, c'est vrai en tout cas, de ce qui se dit, je le voyais aussi dans le chat également, c'est qu'apparemment Cédric a une place importante dans le groupe. Alors bon, voilà, tu l'as dit, il y a les pairs sur le terrain qui nous font tous
un peu halluciné parfois sur certaines phases de jeu, mais apparemment il a une place importante dans le groupe. Et puis, il en faut aussi, un peu comme Mohamed Elneny, il en faut des fois des joueurs de rotation dans un groupe. Bon, voilà un peu pour ce qu'on pouvait dire sur les besoins en mercato. Je sais pas si vous avez, enfin les besoins du mercato, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet, les gars, peut-être quelque chose dont on n'aurait pas parlé. Bon, si personne me répond, c'est que c'est que ça doit être bon. On va pouvoir justement terminer. Il nous reste un petit quart d'heure pour terminer sur cette deuxième émission, pour terminer par le quatrième, on va dire le quatrième point de cette émission, c'est le débrief de la série Amazon All or Nothing. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne souhaitent pas se faire spoil, je vous invite à Désolé, monsieur. voilà, désolé, Il est parti. je vous invite à quitter et puis nous réécouter en replay quand vous aurez vu voilà, ces épisodes, mais on va en parler. Et puis de toute façon, comme l'a dit Antoine, je vais le répéter, mais ça m'a fait rire, c'est qu'on sait qu'on a fini 5ème, donc il n'y a pas forcément trop de spoil à avoir, peut-être sur les détails des coulisses, mais bon. Donc voilà, si vous n'avez pas vu et que vous voulez pas vous faire spoiler, bonne soirée et à la semaine prochaine. Mais voilà, on va débriefer cette. Je sais qu'Antoine, c'est ton cas, tu l'as pas vu, mais tu nous as dit que c'était pas très grave de te spoil. Donc voilà. Bon les gars, cette petite série Amazon. Quentin, je commence par toi. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ces premiers épisodes, ces 3 premiers épisodes qui sont sortis jeudi, si je dis pas de bêtises, le 4 en tout cas, le 4 août. Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça t'a fait de voir un peu les coulisses du club? Bah, c'est plutôt agréable, franchement, de voir un peu l'envers du décor, de voir autre chose que les communications officielles, tout ce qui se passe sur les diffusions officielles, etc. On voit vraiment un aspect psychologique des joueurs qui pourrait en faire réfléchir pas mal sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'on a quand même des scènes, notamment avec Ben White, qui parle de son montant du transfert, avec toutes les scènes avec Nuno Tavares, avec toutes les scènes où on voit Mikel Arteta qui doit affronter la presse et voir à quel point ça lui casse la tête quand il se fait défoncer de partout. Et on voit vraiment un côté humain et psychologique qui, comme je l'ai dit, pourrait faire réfléchir pas mal de monde qui s'en donne à cœur joie sur les réseaux gratuitement face à des gens qui sont quand même des êtres humains au final. Et je pense que c'est ce qu'on va retenir le plus de toute cette série, c'est les hommes derrière les personnalités publiques en fait. Moi, c'est ce que je retenais aussi, juste pour faire un petit aparté, c'est qu'on se sent très, finalement, ça nous met un petit coup d'humilité, nous, de notre côté, en tant que commentateurs de ce qui se passe, à faire nos émissions comme ça nous met un petit côté, bon, on va peut-être des fois se nuancer, même si on est toujours très nuancé ici et qu'on n'est jamais des avis très tranchés, parce que voilà, on connaît pas encore une fois tout ce qui se passe en coulisses, mais je trouve que ça nous rend un peu plus humble encore, de se dire bah ça se passe comme ça au quotidien, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des situations personnelles qu'on ne connaît pas, donc c'est peut-être possible pour ça que le joueur n'est pas forcément le meilleur sur tel ou tel match. Bref, je trouvais que voilà, ça m'a mis un petit coup en mode bon, des fois c'est vrai que quand tu t'énerves devant ta télé, il y a peut-être aussi une situation qui derrière que tu ne connais pas. Bref, Antoine, je vais te dire sur les extraits que tu as pu voir, est-ce que toi ça te donne cette envie d'aller le regarder le plus vite possible pour voir un peu Oui, les coulisses? bah, oui, puis en fait, j'essaie un peu de comparer ce qui a pu être fait sur d'autres clubs, où on n'est pas du tout sur une série, enfin, je pense notamment à la série de Sunderland qui était une des premières, mais c'est un peu différent. Mm. Mais, on n'est pas du tout sur une série où on est sur, du scénarisé en fait. On est sur du vrai, on est un peu sur, finalement une petite souris qui est là, et qui voit ce qu'on ne voit jamais d'habitude, quoi. Donc ça, en fait, la manière dont c'est filmé, je trouve ça ultra intéressant, et en plus, enfin moi personnellement, ce qui m'intéresse, ouais, c'est de voir en fait ces personnes qu'on connaît au final très peu. On voit très peu d'images, notamment quand on voit les entraînements, les mises en place dans le vestiaire. C'est le vestiaire, c'est vraiment, autant qu'il y a plein de sports qui ouvrent les vestiaires, mais les vestiaires, c'est des trucs dans le foot qui sont très fermés, Ouais. et c'est là pourtant où quasiment tout se passe. Et de voir des causeries, de voir comment Arteta remobilise les joueurs, ça, c'est juste exceptionnel en fait, et c'est quelque chose,
dont on a envie de voir tous les jours. En fait, on a envie de voir ça tout le temps après les matchs, de voir, bah, justement comment ça se passe et plein de fois, combien de fois on se dit: «Ah beh, qu'est-ce qu'il se dit dans le vestiaire à la mi-temps? Qu'est-ce qu'il peut leur dire?» Exactement, Évidemment, ouais. considérable et puis j'ai vu aussi dans le chat, ça parlait notamment de Stuart le photographe, on va dire Ouais. de l'impact justement des petites gens dans la vie du club et la mentalité du club, en fait. Je trouve que, voilà, on est Bah, sur puis, ouais. la mentalité du club, bah, enfin, ouais, voilà. Puis Stuart McFarlane, ça fait 30 ans qu'il est au club. Comme il le dit dans sa causerie, il en a vu des joueurs, il en a vu des. Il en a vu des. Enfin, non, il a quasiment vu qu'un seul entraîneur, mais, mais il en a vu du monde passer au club. Il connaît le club. Je vois dans le chat, on nous dit Arteta très humain, les causeries d'Arteta. J'ai été impressionné par tout ce que met en place Arteta, par tout ce que mettent en place Arteta et le staff. Josh, très humain également. Après, faut aussi, enfin, c'est pas parce que je parle de Josh que je vais parler de communication, mais Josh Kroenke. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, il faut pas oublier qu'il y a le côté, les gens savent qu'il y a les caméras, donc c'est aussi, la communication est très léchée, il faut pas l'oublier aussi, hein. Il y a des gens comme, je pense à Edu, il y a une scène dans la cantine où il regarde 3 fois la caméra, donc on a compris qu'il savait ce qu'il disait et que c'était filmé. Bref. Pour continuer sur le chat, on voit aussi justement les mecs, ce qu'on pourrait penser, les mecs lambda comme Stuart le photographe, sont super importants. Arsenal et l'identité du club. Les propos de Tierney sur les problèmes psychologiques et le suicide sont très forts. Arteta n'hésite pas à innover, c'est vraiment cool et positif. Euh, et bon, voilà. N'hésitez pas à continuer à mettre dans le chat ce que vous avez retenu, vous, de ces épisodes. Corentin, je vais me tourner vers toi justement pour. Est-ce que tu as kiffé ces 3 premiers épisodes? Ouais, j'ai kiffé. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le côté humain qui ressort du staff qui m'a vraiment plu. Moi, je pense notamment à 2 scènes avec Carlos Cuesta, Ouais. l'assistant de. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire, vraiment comment il parle à Saka, comment il parle à Tavares. Tu sens vraiment que le staff, il est compétent, mais vraiment, tout est calculé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, et notamment sur le plan humain, où Arteta, il voit directement que Tavares, ça va pas, quoi. Qu'il est pas bien, qu'il a peut-être le mal du pays. C'est des petits détails comme ça, niveau humain, qui te remettent pas mal de choses en cause, et du coup, on comprend pourquoi, en fait, Tavares, des fois, dans sa tête, il débranche, quoi. Il a eu énormément de pression, peut-être puisqu'il fait un très bon premier match, donc on se dit que il va pouvoir nous apporter énormément de choses. Au final, il fait 2, 3, voire plusieurs mauvaises sorties, du coup, ça le met un petit peu en dedans, et ouais, on se doute que mentalement, pour lui, ben ouais, ça devait être hyper compliqué. Donc ouais, c'est des petits détails, c'est des petites choses comme ça qu'on voit pas forcément au quotidien, comme Tierney qui parle par exemple. Qu'il a 2, 3 amis qui sont suicidés, et qu'il est vachement affecté par, Ouais. par ces, par ces questionnements-là de santé mentale. Et ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a ramené son cuistot avec lui. Enfin, c'est tout un truc qu'on n'était pas du tout au courant, et on se dit, ben, en fait, il se passe tellement de choses dans la tête, dans la vie d'un joueur, qu'on n'est pas au courant. Donc ouais, ça remet pas mal de perspectives, ça remet pas mal De choses en de perspective. perspectives. Ouais. Ouais. Alors, juste pour. Tu parlais de détails. Quentin, plus ça va et plus on ne te voit plus. Si jamais tu as une lumière dans ta chambre ou dans la pièce où tu es, c'est juste que je voyais plus la soirée avance et moins on voyait quand. Voilà, parfait. Puis je voyais quelqu'un dans le chat qui me disait également par rapport au transfert. Je viens d'arriver, avez-vous déjà parlé des transferts? Alors, Gagou, oui, on a déjà parlé des transferts et en effet, il faudra attendre le replay. Le replay, déjà, si tu veux le voir, dès qu'on aura fini le live, il sera disponible déjà sur Twitch. Et puis nous, on va le mettre sur YouTube. Et puis en podcast sur toutes les plateformes audio dès demain. Donc ce sera fait. Tu pourras écouter ce qu'on a dit. Pour continuer, j'avais noté, moi, voilà, pour un peu encadrer ce débrief sur All or Nothing, je vais y arriver, pardon. J'avais parlé notamment, on en a vu des techniques d'Arteta. On voit, là je vais m'adresser surtout à Quentin et Corentin, et puis Antoine, tu as vu certains extraits. Mais voilà, Quentin, est-ce que toi ça t'a marqué de voir qu'Arteta, en fait, alors ça marche ou ça marche pas, hein,
mais tente de nombreuses choses et de nombreuses techniques différentes selon les matchs, selon les adversaires, et pour justement motiver son équipe. Enfin voilà, il essaye plein de techniques en fait. Bah, j'ai envie de dire que c'est pas étonnant parce que quand tu fais 3 fois la même chose, au bout d'un moment, les joueurs s'habituent et tu plus forcément cette petite stimulation. Ce qui est plus, impressionnant, c'est l'imagination qu'il a. Je veux dire, il se transforme à quelqu'un qui ouvre son cœur, comme il va s'ouvrir à comme il va parler à un psy, à quelqu'un qui devient un gourou. Il va, je sais pas, de lancer un sort à ses joueurs, ils vont être, transcendés sur le terrain. C'était le match de Leicester, je crois, où il leur fait frotter les mains comme ça. Ouais, ouais. C'est et d'ailleurs ce qui donne à, je pense ça va donner des mèmes assez impressionnants avec, à la fin du match. Mais Ouais, ouais. mais non, je pense que c'est important et on voit vraiment à quel point le coach, il doit se creuser la tête pour choper ses joueurs au plus profond d'eux-mêmes et pour leur créer une flamme qui va faire qu'ils vont se transcender sur le terrain. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas parce que ça fait partie du travail du coach et qui est mis en fait à la lumière du jour dans ce documentaire. Alors il y a eu l'extrait, sur avec le photographe Stuart qui, donc voilà, il y a cet extrait, il y a eu l'extrait pour parler à Antoine qui ont été diffusés, que tu as vu avec son petit dessin. Là on voit qu'Arteta est très fort en dessin avec je sais quoi, c'est le cœur et le cerveau, voilà, son petit dessin. Puis il y a eu également le moment où il dit qu'après les 3 matchs à Manchester, enfin contre Brentford, Chelsea et Manchester City en début de saison, voilà, c'est eux qui lui ont permis de remonter la pente au niveau mental. Ça te fait plaisir justement de voir que qu'Arteta tente plein de choses comme ça, et selon différents leviers, on va dire, mental ou psychologique, enfin, ou même sportif. Je trouve que c'est très guardiolesque comme manière de faire, en fait. Je retrouve Pep Guardiola, j'ai l'impression. Je connais pas, enfin, pour avoir revu, enfin, quand on voit certains moments de vestiaire de Guardiola, ça me fait penser un peu à ça. Donc, évidemment, après, c'est surtout sur l'aspect, oui, comment stimuler et arriver à avoir 200 d'un joueur avant un match, et c'est ça aussi, et je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, l'impact et notamment, bah, l'émotion, hein, que tu peux procurer à un joueur comme ça, te donner une raison en fait de te battre pendant 90 minutes pour ce club. Quand tu es titulaire 38 fois sur 38 matchs de Première Ligue, certaines fois, et quand il faut aller se farcir un match à Newcastle le 15 décembre à 15h, il faut quand même trouver les mots aussi pour parler à ces joueurs. Et c'est ça, je trouve, qui est assez intéressant. Et c'est vrai qu'on s'imagine pas, je pense, aussi sur l'aspect justement du staff aussi, parce que Ouais. c'est quelque chose aujourd'hui dans le football moderne où on voit, on les connaît, les AirPod managers notamment, mais tout le monde qui est sur le banc, en fait, et on se demande, mais même certains, hein, à quoi ils servent? Et en fait, on se rend compte que dans le vestiaire, euh, les adjoints, je veux pas dire qu'ils ont autant d'importance, mais ils parlent, et ils parlent. Peut-être même ils vont aller plus personnellement, hein, Ouais. avec les joueurs. Je trouve que c'est impressionnant le travail des adjoints aussi. Il y a notamment, tu en parlais Corentin, Carlos Cuesta, on le voit pas mal, notamment parler avec Bukayo Saka, Mmh. parler avec Ouais. Nuno Tavares. On le voit vraiment qu'il est assez. Et puis même dans toutes les images où il parle pas, mais on le voit, ça se voit qu'il est hyper impliqué et qu'il a un lien fort avec avec pas mal de joueurs. J'en ai perdu ma question d'après, mais il y a aussi, voilà, c'est ça. Quentin, je voulais te poser cette question sur le côté. Il y a la vision qu'on a d'Arteta pour l'instant, c'est qu'il est très gentil, il est très tactiquement, voilà, il était très bon, il parle beaucoup avec les joueurs, mais il y a aussi ce côté face à Everton, à la toute fin du 3e épisode, je crois, où on voit qu'il est aussi capable de s'énerver. Et ça, on avait peut-être, on va dire, même nous, quand on regardait les matchs, on se disait peut-être, bah, faudrait peut-être qu'il les bouge un peu, tu vois. Et au final, par exemple, le match face à Everton, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, ça m'a fait un froid quand il a parlé 10 secondes et qu'il s'est barré, tu vois. Oui, bon après ça c'est, on va dire la technique Ah classique du oui. coach qui est en colère. Je veux dire, je pense que tous ceux qui ont fait coach de jeunes ou autres ont déjà fait cette technique un jour quand le match était bien pourri, de la part de son équipe. Ou alors on l'a tous vécu quand on était joueur, si on a fait du foot. Mais Ouais, je c'est veux clair. dire, je pensais pas retrouver d'ailleurs une technique comme ça chez les pros d'ailleurs. C'est plutôt ça la question. Mais il les a laissés seuls face à leur conscience et puis oui, il sait peser ses mots, sait choisir ses moments et puis je pense qu'on verra plutôt, le côté, autoritaire d'Arteta dans les prochains épisodes avec, l'épisode au bas, avec, d'autres extraits qui avaient filtré qui semblaient pas être, Everton, où il pétait une pile.
Donc, je pense que c'est une question qui sera reposée pour les prochains Ouais. All of Nothing. Je vois Groover dans le chat qui met après Everton, c'est encore pire que de s'énerver, il est froid comme la mort. C'est vrai que enfin, la technique, comme tu l'as dit, elle est peut-être simple et elle est peut-être utilisée partout, mais c'est vrai qu'en fait, elle fout un froid en fait. Enfin, et peut-être Parle dans que le c'est vestiaire. c'est peut-être justement qu'il a peut-être pas l'habitude de faire ça en fait, et que là, bon, c'est histoire de marquer un peu le moment. Je voulais aussi parler, on a parlé des techniques un peu d'Arteta. Il y a celle qui a pas marché face à Liverpool où on s'est fait, tout le monde nous s'est foutu de sa gueule sur les réseaux sociaux parce que il a essayé de mettre le au lieu de Never Walk Alone à l'entraînement et on s'est pris 4-0 après. Bon, ben, enfin, on va dire c'est Anfield, hein, donc on le voit bien dans le documentaire, tout ne peut pas fonctionner et l'équipe était encore un peu trop jeune pour aller gagner Anfield. Bref, je voulais aussi parler, on l'a rapidement abordé, c'est l'entourage, pour finir, l'entourage des joueurs. Notamment, on a vu Aaron Ramsdale et on a parlé de Kieran Tierney. Corentin, est-ce que toi, ça t'a justement un peu, on va dire, ému dans le sens où d'apprendre ce qui s'est passé pour Kieran Tierney, de voir que Nuno Tavares, il avait aussi un peu de mal avec son acclimatation, et puis Aaron Ramsdale, de voir l'impact de sa famille, de son entourage sur sa mentalité en fait. Oui, après, c'est un petit peu le but du documentaire, Oui, bah oui. que tu t'attaches assez rapidement émotionnellement aux joueurs, donc ça fait aussi partie du jeu. Mais après, pour Aaron Ramsdale, ouais, c'est vrai que son père, ça a l'air d'être un gars encore plus taré que lui, donc ouais, ça m'a fait pas mal rigoler, ouais. Mais déjà, sur les photos de présentation du club, quand il arrive, quand il est transféré, tu vois que il est vachement fier de ramener ses parents et tout à la présentation, donc ouais, c'est vraiment cool d'avoir des images comme ça, où son père, il le voit jouer, sont en stress pour lui et tout. Donc ouais, c'est vraiment bien. Ouais, pareil pour Kiran, ça m'a vraiment ému parce que je pensais pas. Quand tu apprends par exemple qu'il vit avec son cuistot, enfin je trouve que c'est un détail qui est fou quoi. Genre jamais on aurait pensé ça quoi. Donc plein de petits détails comme ça, ouais, qui rendent les joueurs un peu plus humains et t'as vraiment envie d'en savoir plus sur eux et comment ils vivent quoi. Quentin, ton avis un peu là-dessus justement, sur qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça te fait justement d'en savoir un peu plus sur les coulisses, on va dire le quotidien finalement des joueurs que nous on voit tous les jours sur le terrain et enfin tous les jours, tous les week-ends sur le terrain plutôt. Voilà, qu'est-ce que ça t'a fait de voir un peu ces différentes petites situations? Bah, peut-être qu'en fait, tu peux comprendre pourquoi certains connaissent des méformes ou d'autres s'installent rapidement au club. Je veux dire, quand tu vois quelqu'un comme Aaron Ramsdale qui a vraiment un socle derrière lui, ultra puissant, familial, avec sa copine, ses parents, sa frangine, enfin, qui est derrière lui et qui le pousse en fait vers le haut, peut-être que ça l'aide plus facilement à réussir et à passer les barrières pour prendre la place et jouer régulièrement et être bon. Alors qu'à côté, tu as un Nuno Tavares qui se retrouve tout seul, sans personne, qui se renferme, qui a du mal à s'ouvrir, même au psychologue un peu du club, à son coach, au docteur et tout ça, et qui lui va faire des saisons un peu en dents de scie et tout ça. Et du coup, ça peut laisser justement entrer dans nos têtes que c'est pas facile et que peut-être que certains, s'ils échouent, c'est parce que derrière, psychologiquement, personnellement, en fait, ça n'a pas suivi. Ils ont eu leur transfert de rêve, mais ils ont pas ce qu'il faut derrière. Et peut-être aussi sur le non, ça, je vais te poser la question peut-être. Antoine, est-ce que justement ça te donne envie déjà de regarder? Et puis, est-ce que c'est le côté aussi où on fait justement nous supporters, ça nous remet un tout petit peu en place, entre guillemets, et puis on apprend des choses, enfin, ça nous remet en place dans le sens où chaque deal, chaque transfert, on ne sait pas forcément ce qu'il y a eu derrière, et il y a des fois, il y a des transferts qui ne se font pas parce qu'il n'y a pas eu toutes les conditions qui ont été réunies. Voilà. Qu'est-ce que toi tu en penses de tous ces voilà, c'est un peu ces coulisses de deal, notamment par rapport à Kieran Tierney, son cuistot, enfin tu vois, ce genre de petites choses. Alors déjà, oui, j'ai envie de regarder, hein, j'ai très envie, vous inquiétez pas. Et bah, en fait, c'est assez intéressant, plein de choses aujourd'hui. Je pense qu'en 2022, on arrive maintenant plus à comprendre ça que ne serait-ce qu'il y a 5 ou 10 ans. C'est de comprendre en fait que derrière un joueur, il y a tout un écosystème. Et on a plein d'exemples qui nous montrent ça. Que ça soit par exemple Aouar, son transfert qui s'est jamais fait à cause de sa famille, à cause de ses agents.
que ce soit notamment par exemple Saliba, où c'est pareil, Saliba, il avait son cuistot à Marseille, il est hyper bien entouré avec son préparateur physique. En fait, c'est aujourd'hui ce que font les joueurs, parce que, entre guillemets, attention, on met des guillemets, mais c'est facile d'être joueur pro aujourd'hui. La question, c'est combien de temps tu vas y rester et quels ambitions et quels moyens quand tu arrives au très haut niveau. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Vous parlez du cuistot de Tierney, mais même les changements de pays, on sait que c'est pas banal. Enfin, un Portugais ou même les joueurs d'Amérique du Sud, et notamment on l'a vu avec Torreira, quand tu arrives en Angleterre, et notamment, alors encore Londres, ça va, hein, c'est pas Newcastle, mais quand tu arrives là-bas, je pense que certains se disent, mais qu'est-ce que je fous là? Et en plus, tu te dis, tu vas jouer certaines fois, tu vas être remplaçant, tu vas être doublure, enfin, tu remets beaucoup de choses en question, surtout notamment quand on est jeune, et ça implique, et ça se voit notamment chez les plus jeunes, d'être bien accompagné. Comment aujourd'hui t'expliques par exemple que Martinelli, il arrive, il fait dès sa première saison, alors qu'il est très jeune, il arrive à être très performant, alors que certains arrivent et ne sont pas performants du tout. Je pense aussi à la question du cas Pépé qui mérite d'être posée parce que Mmh. comment expliquer, on va dire, qu'il est tant de mal et on va dire qu'il dégage cette attitude nonchalante, même si peut-être qu'il travaille énormément. Et voilà, tout ça, en fait, toutes ces choses extérieures, mais pour revenir, à l'aspect, sur certains matchs, ça peut expliquer certaines contre-performances, certaines fois aussi. C'est sûr que, il faut aussi, en fait, aujourd'hui, faire la comparaison entre le joueur qui fout rien et qui travaille mal et qui, sur le terrain, ça se voit vraiment qu'il ne fait pas les efforts et le joueur qui va faire quelques mauvais matchs parce que, il a un problème avec la langue, il est mal intégré, il a des problèmes familiaux. Enfin voilà, c'est ça aussi qui est pas évident à savoir pour nous, c'est qu'on peut pas savoir, vraiment à quel moment, le joueur franchit la ligne, j'ai envie de dire. On arrive à la fin de cette émission, Antoine, donc je t'invite forcément à aller regarder le plus vite possible et puisqu'il y a les 3 prochains épisodes qui sortent ce jeudi, je sais jamais si c'est bien jeudi, on est d'accord? C'est C'est jeudi, info. oui. C'est jeudi, c'est bon, on est là, j'ai le bonjour, c'est jeudi. Les 3 prochains épisodes, donc du 4e au 6e, donc ils sortent jeudi, on aura l'occasion d'en savoir plus, sachant que là, le 3e épisode s'arrête au match juste après le match à Everton où on perd 2 buts. Bref, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Je rappelle juste avant de terminer qu'on a toujours besoin que notre campagne de recrutement, pardon, je vais y arriver, est toujours en ligne. Enfin, en tout cas, est toujours active. On a besoin d'un community manager, d'un régisseur et d'un modérateur pour continuer à vous offrir toutes ces émissions et qu'elles soient de la meilleure qualité possible. À chaque fois, vous avez juste besoin d'envoyer un mail avec votre candidature. C'est Arsenal French Club à 1886@gmail.com et pour voilà, si vous avez envie de rejoindre l'équipe. Merci beaucoup, il est temps de refermer cette deuxième émission. On se retrouve donc forcément la semaine prochaine pour une 3e édition de Arsenal French Monday. Et puis on se retrouve samedi juste avant le match pour un Space sur Twitter exclusivement. Et à la mi-temps également du match face à Leicester pour un autre Space. Voilà, on ajoute ça un peu à notre arsenal à nos options, on va dire, à nos options qu'on vous offre, nos contenus qu'on vous offre toutes les semaines. Voilà, je vais remercier Quentin, Antoine et Corentin. Merci beaucoup les gars d'avoir été là ce soir pour cette émission. Pas de Merci à souci. toi. Merci à toi, Albin. Merci à tous de nous avoir écoutés, les gars. Et donc à la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle émission d'Arsenal French Monday. Salut tout le monde. Salut. Ciao.